All said, mock me, promised I wouldn't cheat. Got me passion. Warmer, warmer, getting warmer. Feel that passion. I waited longer. Save my taste of feelings feel like this, take note. I'll talk slow, and you say I'm the fool. Gotta love the rich, 'cause they just get me. Beach house for sport, my passion's goal. Alone with you downstairs, scared to find one more pieces of her hair, scared but fine. Also had a shade of glare, but not mine. That we were alone down there, smoked and wine. There is something about her, 'cause craziness has its job. Bonsoir et bienvenue à l'événement La Transition s'invite. Donc, l'événement qui nous invite à se rassembler pour propulser la transition sous toutes ses formes et ainsi amplifier le pouvoir d'action des jeunes et des adultes. On est le 23 février, 17h04. L'événement se poursuit jusqu'à ce soir, 19h. Donc, ça achève vraiment. Et c'est vraiment notre dernière vraie entrevue. Ça a passé vraiment vite. Pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, l'événement, il s'inscrit dans la démarche d'accompagnement de la transition écologique offerte aux écoles secondaires par le Lab 22, mais c'est aussi dans la lignée du pacte de l'école québécoise qui a été signé il y a 366 jours, bien exactement, ou même 367, parce que je pense qu'il y a une année bissextile. Bref, c'est pas important, le 22 février 2019, qui a été signé par des centaines d'institutions il y a 3 ans. Donc, moi, je m'appelle Maude Carmel, aussi connue sous le nom de Bravo Maude sur Instagram. Certains me connaissent aussi comme chroniqueuse ou comédienne, mais bon, je crée du contenu ludique sur ma plateforme Instagram liée au changement climatique. Un rappel pour ceux et celles qui sont avec nous aujourd'hui en ligne et qui voudraient poser une question aux intervenants. Donc, pour une question écrite, vous l'écrivez dans le petit sigle Q&R en haut ou en bas de l'écran. Pour une question de vive voix, vous pouvez juste lever la main, pas devant votre écran, mais lever la main sur l'écran. Puis là, vous pouvez juste attendre que le modérateur vous donne accès pour poser votre question. Pour tout commentaire, il y a le chat et un rappel que cette entrevue est enregistrée.
Donc, l'activité de ce soir, elle vise à nous faire revenir à la base en nous aidant à répondre à quelques questions essentielles. Premièrement, c'est quoi l'économie? C'est quoi une monnaie alternative et surtout, en quoi est-ce que c'est lié à la transition climatique? Pour nous aider, on a 3 experts aujourd'hui. Il y en a un qui a un petit contretemps, ça se peut qu'il vienne nous rejoindre pendant l'entrevue. Donc, c'est Alain Deneau. Mais on va passer tout de suite à la biographie de Yves-Marie Abraham, qui est professeur à HEC Montréal, où il enseigne la sociologie de l'économie, tout en menant de front des recherches sur le thème de la décroissance. Il a d'ailleurs publié récemment une synthèse personnelle sur la décroissance, intitulée « Guérir du mal de l'infini ». Et nous avons aussi avec nous Maude Betty, qui est chargée de projet achat local à la Chambre de commerce de Charlevoix. Elle a tout d'abord une formation en production à l'École nationale de théâtre du Canada. Elle a d'ailleurs passé une vingtaine d'années dans le milieu du spectacle. Mais ce qui l'occupe ces temps-ci, c'est un projet de monnaie locale pour la communauté de Charlevoix. Donc, merci à vous deux d'être ici. Je vais commencer par céder la parole à Yves-Marie. Vous, dans le fond, vous parlez autant d'économie que de décroissance, mais vous ne devez pas être nombreux, surtout à HEC Montréal, là, à avoir cette vision-là de décroissance par rapport à l'économie, là. Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. En tout cas, il y a de plus en plus d'étudiants qui s'intéressent à cette question et qui prennent notamment le cours que je donne sur ce sujet-là. Donc, non, ça prend de plus en plus d'importance. Ça devrait aussi vous encourager et vous montrer que, au-delà du secondaire et du collège, on travaille aussi à l'université sur ces questions-là. Parfait. Et puis, est-ce que vous pouvez nous parler justement un petit peu des genres de cours que vous donnez ou des ouvrages? Tu sais, vous avez publié un ouvrage il n'y a pas très, très longtemps. Là, vraiment, c'est quoi votre vision de la décroissance dans l'économie, de l'importance que ça prend? Oui, je vais peut-être vous... j'avais préparé quelques minutes pour positionner ma proposition Je vous laisse aller. par rapport à la transition. Je dirais d'abord que... à mon avis, le mot transition lui-même est un mot piégeux. C'est un mot qui, pris en lui-même, ne veut pas dire grand-chose, même quand on lui ajoute le qualificatif écologique ou socio-écologique. Pourquoi? En fait, cette notion de transition écologique, elle pourrait définir des changements extrêmement divers et même parfois des changements complètement opposés, contradictoires sur le plan écologique et social. Par exemple, si on laisse aller les choses telles qu'elles vont actuellement sur le plan écologique et social, on pourrait imaginer que ça finisse par même une disparition de l'espèce humaine. Si on est dans la 6e extinction de masse, si cette extinction se poursuit, l'espèce humaine pourrait y passer. C'est peu probable, mais c'est une éventualité. Ou un peu plus probable, on pourrait, toujours dans cette dynamique actuelle, on pourrait connaître une forme d'effondrement de notre civilisation. Et ça pourrait être défini comme une transition écologique, à certains égards. Pour certaines espèces vivantes, ce serait même une transition sans doute heureuse parce qu'elles sont menacées aujourd'hui et peut-être que leur disparition serait retardée par une telle transition. Mais on pourrait aussi imaginer que face aux difficultés écologiques qui vont finalement se produire de plus en plus, on ait des formes de dictature verte qui se mettent en place, donc des pouvoirs autoritaires qui rationnent notamment l'accès à certaines ressources, qui imposent de plus en plus de comportements, de modes de fonctionnement. Et ça aussi, ça pourrait être finalement une forme de transition écologique. Donc, si on prend le terme ne précise pas ces choses-là et ça laisse ouverte la possibilité même d'une dictature verte ou d'une stratégie dite du canot de sauvetage. Vous avez un grand biologiste qui s'appelle Garrett Hardin qui a écrit un texte fameux qui s'appelle La tragédie des communs, qui est un texte extrêmement discutable et contestable, mais qui défendait en quelque sorte, lui, une stratégie consistant pour les humains occidentaux, et surtout, je dirais, pour les riches humains occidentaux, d'essayer de se protéger du désastre à venir, et notamment, en fait, des populations du Sud. L'idée d'un canot de sauvetage. Ça aussi, ça serait une forme de transition écologique. Alors, encore une autre possibilité, c'est tout ce qui est aujourd'hui projet de géo-ingénierie. Donc, finalement, prendre le contrôle du climat, prendre le contrôle des écosystèmes de plus en plus, et puis aussi augmenter l'humain.
via un certain nombre d'innovations techniques plus ou moins radicales, l'augmentation de l'humain, donc qui s'inscrit notamment dans des perspectives dites transhumanistes, ce serait aussi une façon de penser la transition socio-écologique. Donc, il faut préciser en fait quel contenu on donne à ce terme-là de transition écologique, par prudence, simplement par prudence, pour éviter de se retrouver finalement embarqué dans des tentatives qui ont absolument rien à voir avec ce que on cherche vraiment quand on veut s'embarquer dans cette aventure d'une transition dite socio-écologique. Alors là, pour le coup, je retombe évidemment sur mes pieds, et là où vous m'attendez. Le contenu que je propose de donner à la notion de transition écologique, c'est ce que j'appelle la décroissance, fondamentalement. Alors, cette décroissance, on peut essayer de la définir assez rapidement et simplement, en rappelant d'abord que ça fait à peu près 20 ans maintenant, exactement 20 ans, que le slogan décroissance soutenable, décroissance conviviale a été lancé dans le débat public, et que ce slogan visait en fait à l'idée même de développement durable, en disant en quelque sorte, cette histoire de développement durable, ça ne marche pas, ça ne donne aucun résultat probant, ça n'est qu'une façon d'essayer d'aménager notre façon de vivre sans la remettre en question, alors que probablement qu'il faut la remettre en question si on veut arrêter le désastre écologique, et si on veut aussi en finir avec les injustices qui sont associées avec le développement de notre civilisation. Donc, d'où une idée toute simple, au fondement de cette idée de décroissance, c'est un appel pour rompre avec ce qu'on appelle la course à la croissance économique. Alors, c'est pas la croissance en général, c'est bien la croissance économique qui est visée, c'est-à-dire cet effort continuel pour essayer de produire et de vendre toujours plus de biens et de services, c'est-à-dire de marchandises. C'est ça la croissance économique, c'est ça qu'on vise au départ et qu'on veut remettre en question. Pour aller vers quoi? Comment faire ça? Pour moi, je crois qu'on peut résumer finalement la proposition décroissanciste sur le plan politique à trois idées très simples. Si on veut s'embarquer vers des sociétés post-croissance, donc des sociétés libérées de cet impératif de croissance, la première chose à faire, c'est de produire moins. La deuxième chose, c'est partager plus, et la troisième chose, c'est décider ensemble. Donc, trois propositions qui doivent être tenues ensemble et menées de concert. Je les développe rapidement, et l'absence de Alain me permet de prendre un peu plus de temps, c'est parfait. Mais même si vous y perdez, parce que bon, Alain Deneau, c'est quand même c'est précieux, mais bon. Donc pourquoi produire moins? Si on veut arrêter la catastrophe écologique, qui est complètement démesurée, et ça, il faut faire attention. Aujourd'hui, on se concentre énormément sur la question climatique, mais quand on fait ça, on oublie tout le reste, et le reste n'est pas moins inquiétant. Notamment, je parlais de l'érosion de la biodiversité, mais on pourrait parler de formes de pollution très très insidieuses, comme les perturbateurs endocriniens, par exemple, qui sont en cause derrière énormément de maladies de civilisation, donc qui tuent par millions des gens aujourd'hui, d'ores et déjà. Ce sont des choses tout à fait dramatiques. Donc, si on veut arrêter ça, il ne s'agit pas seulement de produire mieux, comme le proposent les partisans d'un développement durable ou d'une économie circulaire ou même d'un Green New Deal. Toutes ces stratégies qui sont mises en œuvre pour générer ce qu'on pourrait appeler une croissance verte, c'est-à-dire une croissance qui serait respectueuse des limites biophysiques planétaires, toutes ces stratégies, on se rend compte, et là ce sont des travaux scientifiques qui le montrent, qu'elles butent sur un certain nombre de limites qu'on n'arrive pas à dépasser. On peut les déplacer, mais on ne les dépasse pas, ces limites, on ne les annule pas. Et ça, il est grand temps aussi de réaliser qu'il y a des vraies limites sur lesquelles on bute, qu'il faut les assumer. Alors, si on veut les respecter, ces limites, évidemment, on peut aussi se dire, tant pis, on va jouir sans entrave le plus longtemps possible, le plus possible, et puis on verra bien ce qui se passera. C'est ce qu'on fait, en fait, concrètement aujourd'hui. Absolument. Mais si on prend au sérieux ces limites, il va falloir produire moins que ce qu'on fait aujourd'hui, produire beaucoup moins, et fixer des limites à ce que nous produisons. Alors ce qui est assez rassurant par rapport à ce premier point du programme décroissanciste, c'est que là aussi, des travaux montrent qu'on a largement de quoi garantir à tous les humains aujourd'hui un niveau de vie tout à fait décent, dans le respect des limites biophysiques planétaires. On a de la marge pour le faire. On est dans un système qui n'est pas du tout tourné vers la satisfaction des besoins humains. Le système capitaliste, c'est pas ça qu'il vise. Il vise l'accumulation de capital. Donc, il peut se servir des besoins humains pour ça, mais c'est pas son but. Mais quand on regarde justement qu'est-ce qu'il en est de ce que pourrait être une vie à peu près correcte pour tous les humains, et quand on regarde ce qui reste sur la planète, on a de quoi. Bon. Voilà pour le premier point. Deuxième point, partager plus.
S'il faut fixer des limites à ce qu'on produit, ça suppose de fixer des limites, évidemment, à ce qu'on va consommer aussi. Or, on est dans un monde qui est profondément inégalitaire. Il est très inégalitaire au sein de nos sociétés, il est très inégalitaire entre les sociétés. Donc, en fait, imposer une réduction de la production, donc de la consommation, ça va être indéfendable d'un point de vue moral vis-à-vis de ceux qui ont déjà pas de quoi vivre correctement, en fait. Et puis ces gens, d'ailleurs, on peut s'attendre à ce que ils crèvent pas dans leur coin gentiment. Ils vont se révolter. Donc on va avoir des phénomènes de type gilet jaune, mais à la puissance 1000, très probablement. Donc si on veut à la fois être respectueux de l'idéal de justice qui est censé être au cœur de notre civilisation, et si on veut éviter aussi le chaos social total, il va falloir vraiment partager beaucoup plus nos moyens d'existence, au nom donc de l'idéal d'égalité qui est censé être le nôtre, et puis par pragmatisme politique. Alors, ça implique des choses qui vont être désagréables pour ceux qui ont déjà beaucoup, pour ceux qui ont tout, parce que ça va impliquer très concrètement de limiter la propriété telle qu'on la connaît. Ça va aussi impliquer de remettre en question des rapports d'exploitation dans lesquels aujourd'hui on est engagé, sur lesquels repose la croissance économique. Elle repose sur le rapport salarial, qui est un rapport d'exploitation. On exploite du travail humain, des humains qui sont forcés de se vendre sur le marché, mais on exploite aussi tout un travail dit de reproduction qui est effectué essentiellement par des femmes, un travail gratuit, non reconnu, invisibilisé, sur lequel repose toute notre civilisation, qui n'est absolument pas reconnue. Mais on exploite aussi des humains et leur pays, notamment au sud, donc tout ce qui est rapport colonial, néocolonial. Et ça, il va falloir aussi le remettre en question sérieusement. Là aussi, j'ai une relativement bonne nouvelle, comme pour le premier point, c'est que on sait aujourd'hui que si on veut améliorer le bien-être dans nos sociétés, et là je parle des sociétés les plus riches, les sociétés occidentales, la course à la croissance, c'est pas la stratégie gagnante. Cette course, elle ne donne plus rien en matière de bien-être. En fait, elle a trop d'effets pervers. Et qu'est-ce qui contribue à améliorer le bien-être dans nos sociétés? C'est la réduction des inégalités. Ce qui est fascinant, et là il y a des travaux tout à fait probants là-dessus, c'est que même finalement les plus riches dans nos sociétés ont intérêt à la réduction des inégalités. Et sur des choses très très concrètes comme l'espérance de vie. Donc là, il y a un tas de données qui le montrent. Alors voilà pour le deuxième point. Le troisième point, décider ensemble. Pour fixer des limites à la production et pour partager nos moyens de vivre, il va falloir en décider ensemble. Et là aussi, à la fois, je dirais, par cohérence avec nos idéaux, et en l'occurrence avec l'idéal de liberté, mais aussi par pragmatisme. Si on veut que ces décisions puissent être mises en œuvre et respectées, il va falloir qu'on puisse en débattre. Et évidemment que ça va pas être une partie de plaisir. On va pas être d'accord. Il va y avoir des tensions, il va y avoir des conflits. La démocratie, c'est du conflit de toute façon. Il faut l'admettre, ça aussi. Mais il faut qu'on en discute. Concrètement, ça va impliquer quoi? C'est sûr que ça supposerait d'abord une démocratisation assez radicale de nos institutions politiques et économiques. Donc déjà, transformer nos institutions pour les rapprocher de ce qu'on appelle une démocratie directe. Bon, c'est presque un pléonasme, une démocratie directe. En fait, une démocratie, elle est directe ou elle n'existe pas vraiment. Mais donc, il faut aller dans ce sens-là. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas parce que quand on commence à réfléchir justement à la décision sur nos manières de vivre, quand on se dit, bon, comment est-ce qu'on pourrait s'organiser pour vivre mieux, pour vivre de manière plus cohérente avec des impératifs écologiques, etc. On se rend compte en fait que nos choix sont extrêmement contraints aujourd'hui par justement l'organisation même de nos vies, l'organisation sur le plan technique ou sur le plan économique. Aujourd'hui, on dépend en fait de systèmes économiques mondialisés, de systèmes techniques qui sont aussi quasiment mondialisés. Prenez Internet par exemple, sur lequel on n'a aucun contrôle. Là-dessus, on décide rien en fait. Donc, si on veut reprendre le contrôle de nos vies, si on veut décider ensemble de comment on veut vivre, il va falloir en fait probablement se débrancher de ces systèmes, en tout cas faire en sorte d'en être beaucoup, beaucoup moins dépendant. Mais ultimement, sans doute qu'il va falloir même penser à leur démantèlement. Donc là aussi, j'essaye d'arriver quand même avec une bonne nouvelle, quelque chose d'un peu rassurant, c'est que je pense de toute façon ces macrosystèmes économiques et techniques, en fait, ils sont très fragiles. Ils sont très fragiles et ils vont pas pouvoir être maintenus très longtemps, notamment du fait des catastrophes écologiques qui vont s'accumuler. On va avoir de plus en plus de mal à entretenir ces systèmes. Donc ça risque d'ouvrir des brèches en fait dans lesquelles on va pouvoir s'engouffrer pour justement reprendre le contrôle de nos vies. Et puis
puis l'autre bonne nouvelle, c'est que quand on regarde l'histoire de l'humanité, en fait, contrairement à ce qu'on apprend souvent à l'école, c'est pas nous qui inventons la démocratie, évidemment, et ce qu'on a inventé, finalement, ne mérite pas forcément le nom de démocratie, mais quand on regarde l'histoire, quand on regarde même les peuples autochtones qui peuplaient le territoire qu'on occupe aujourd'hui, c'était des peuples qui pratiquaient des formes de démocratie assez cohérentes et assez radicales. Donc en fait, c'est en nous, on en est capable. Je ne dis pas que c'est simple, mais c'est possible. Je termine. J'imagine que vous voulez que je conclue, Maud. Mais écoutez, c'est tellement intéressant. Moi, je trouve ça vertigineux comme façon de voir peut-être l'avenir, mais je trouve ça tellement euphorisant de penser que peut-être un jour, on aura accès à un tel système parce que visiblement, en ce moment, ça ne fonctionne pas. Mais je vous laisse conclure avec le temps que vous voulez parce que vraiment, là, c'est fascinant. Mais faut qu'on entende Maud, parce que Maud, justement, en fait, là, ce que je veux faire, c'est passer la POC à Maud, Bien parce sûr. que Maud, finalement, est engagée dans quelque chose qui incarne de manière concrète, certes pour l'instant encore modeste, mais des propositions qu'on peut faire dans la perspective de la décroissance. Et donc, je termine avec la série de remarques suivantes, en fait. Comment est-ce qu'on peut concrètement penser la mise en œuvre de ce produire moins, partager plus, décider ensemble? Et là, en fait, il n'y a pas besoin de beaucoup de réflexion. Je pense que ceux qui m'écoutent pourraient y arriver par eux-mêmes, mais donc je prends les devants. Concrètement, si on veut reprendre le contrôle de nos vies, ça suppose de relocaliser en fait l'essentiel des activités qui sont destinées à assurer notre subsistance. Il va falloir vraiment donc opérer cette relocalisation, donc à une échelle qui pourrait être d'ailleurs une échelle que Alain Deneau cite souvent, qui est une échelle plutôt régionale, même pas, je dirais, provinciale, mais plutôt régionale, dans un refus de la mondialisation. Ces activités de subsistance, au sens le plus large, et j'inclus les activités artistiques, l'art est tout aussi indispensable à la subsistance des humains que le fait de manger. Ça supposerait aussi, donc justement pour s'autonomiser par rapport à ces systèmes techniques dont j'ai parlé tout à l'heure, ça supposerait d'adopter aussi d'autres techniques que celles qu'on utilise aujourd'hui et que certains appellent aujourd'hui des low-tech, des basses technologies, donc des techniques qui seraient moins puissantes que celles qu'on utilise aujourd'hui, mais qui seraient soutenables, ce qui n'est pas le cas de nos techniques. Internet, si on continue au rythme où il se développe aujourd'hui, c'est clairement c'est une technique insoutenable d'un point de vue écologique. C'est un gouffre énergétique. Bon, on peut pas continuer. Donc, ce seraient des techniques qui respecteraient le critère de soutenabilité, qui respecteraient le critère d'accessibilité, c'est-à-dire le fait qu'elles pourraient être accessibles au plus grand nombre, sans créer ou aggraver des inégalités entre les humains. Et puis des techniques qui seraient contrôlables par leurs utilisateurs. Alors là, il y a toute une réflexion qu'il faut développer, mais pour juste le faire sentir, il y a par exemple la grande question du déplacement, de la mobilité, qui nous occupe beaucoup aujourd'hui quand on s'intéresse à ces questions. Commencer par réaliser qu'il y a une excellente technique pour se déplacer, qui est la marche à pied, quoi. Et donc, à partir de là, une fois qu'on a réalisé que c'est une technique, parce qu'on apprend à marcher, on ne sait pas marcher en naissant, donc on apprend, c'est bien une technique, elle est soutenable, elle est accessible à ceux qui ont la chance d'avoir deux jambes qui fonctionnent et elle est contrôlable très, très facilement. Et là, à ce moment-là, vous réfléchissez, vous dites, qu'est-ce que ce serait qu'un monde où la marche serait finalement la meilleure façon de se déplacer. Donc là, vous réinventez un monde, une façon de penser votre vie. Voilà, alors, dernier point, ces activités de subsistance, elles pourraient se déployer dans ce qu'on appelle, nous, des communs, donc des formes de vie sociale qui seraient basées notamment sur le partage de nos moyens d'existence et sur des décisions démocratiques dans un but d'autosubsistance. Voilà pour la définition minimale des communs. Sur le plan politique, c'est plutôt les municipalités qui me sembleraient être l'institution la plus intéressante. Et donc voilà pour le schéma. Alors justement, ce dans quoi est embarqué Maud, c'est une forme de commun sur un besoin très particulier qui est le besoin d'échanger entre les humains. Donc je lui passe la POC. Merci beaucoup, merci beaucoup. Yves-Marie, en effet, il y a tellement de concepts à retenir là-dedans, décroissant. Donc la décroissance, c'est l'optimisation des ressources, relocalisation des activités, équilibre des tâches, des richesses et plus encore. Donc là, on va justement passer à Maud Betty, qui a un historique qui est différent de ce à quoi on s'attend quand on pense à parler d'économie, non?
Absolument. Oui, merci. Merci, M. Abraham, pour cette introduction effectivement passionnante, là. Moi, dans le fond, Maude Betty, je suis chargée de projet achat local pour la Chambre de commerce de Charlevoix. Donc, j'ai le mandat, avec une équipe, évidemment, de partenaires incroyables, de développer la monnaie locale complémentaire dont s'est doté Charlevoix en novembre dernier. En novembre dernier, pas en novembre, mais dans l'année dernière, disons, dans le contexte pandémique, c'est clair que les partenaires financiers de la région avaient mis de l'avant plusieurs moyens pour mettre en valeur l'importance de l'achat local. En région, c'est un concept qui est déjà accepté puis assimilé de tous. On cherchait un projet qui nous permettrait de développer quelque chose de périn, quelque chose qui durerait dans le temps. Alors, c'est là qu'est venue l'idée d'une monnaie locale. Si on veut, vous pouvez commencer la présentation, puis je vais enchaîner là, avec les diapositives. Peut-être juste l'autre d'avant, s'il vous plaît. Oui, yeah. Alors, projet d'achat local dans Charlevoix. Pour ceux qui savent pas, Charlevoix, c'est 1h05 à l'est de Québec, là où les montagnes et le fleuve se rejoignent. C'est magnifique. Magnifique, en effet. Oui, j'ai la chance d'y vivre à temps plein. Alors, on cherchait un projet pour soutenir nos commerçants puis dynamiser l'économie locale. Et c'est là qu'est apparue la Chouenne. On peut passer à la prochaine. La Chouenne, c'est quoi? C'est une monnaie locale complémentaire et elle se décline en papier et en numérique. Puis, vous voyez ici le petit logo en bas à droite, Amène tes Chouennes, et c'est la vitrofamie qui se retrouve chez l'ensemble des commerces qui acceptent la Chouenne comme mode de paiement. C'est quoi une Chouenne? C'est l'ancien dialecte, si on veut, l'ancienne langue charlevoisienne. Elle s'appelait la Chouenne. Ah, oui, intéressant. Oui, effectivement, on se dit ici, compte-moi pas une chouenne, là, c'est pas un potin, c'est pas. Alors, il y a eu un vote, là, dans le fond, à travers la population pour trouver un nom original, mais qui ferait écho là, aux Charlevoisiens. Donc, c'est comme ça qu'est née la Chouenne. On peut passer à la prochaine. Alors, pourquoi une monnaie locale? Bien, pour soutenir l'économie locale à long terme, on avait déjà d'autres moyens qui avaient été mis en place, des chèques d'achat local. Il existe vraiment toutes sortes de programmes puis de méthodes pour encourager l'achat local. Mais nous, on voulait vraiment quelque chose qui serait périn et puis qui valoriserait l'achat local auprès des particuliers, oui, mais aussi auprès des commerçants. Donc, on voulait permettre aux commerçants de développer leur réseau entre eux et puis donc de favoriser une économie circulaire à l'échelle locale. On peut passer à la prochaine. Alors, quel est le parcours d'une chouenne? Dans un premier temps, on prend nos dollars et on les convertit en chouennes. Donc, une chouenne vaut 1 dollar. Et ensuite, je prends mes chouennes et je vais dépenser chez un commerce ou une entreprise de service qui accepte la chouenne comme mode de paiement. Donc, dans l'exemple ici, je prends mes chouennes, je m'en vais chez le coiffeur. D'ailleurs, je suis due. L'idée, c'est qu'on va chez n'importe quel commerce qui accepte la chouenne, on fait notre transaction. Puis ensuite, cette chouenne-là, elle doit circuler. Donc, le coiffeur s'en va au boulanger, qui lui vend un pain, qui lui achète sa farine, par exemple, chez un producteur local et qui lui va repayer son comptable, qui lui va peut-être s'acheter un frigo usagé avec son voisin. Donc, les transactions sont possibles de commerce à commerce, de particulier à particulier, de particulier à commerce. L'idée, c'est vraiment que tout le monde peut en bénéficier et ça continue comme ça de circuler. On peut passer à la prochaine. Alors, une monnaie locale, c'est valide sur un territoire donné. Et ce qui fait que notre initiative, elle est innovante et moi, j'ai envie de dire unique, disons unique au Québec, parce qu'il existe d'autres monnaies locales partout dans le monde, dont et au Québec, mais la nôtre, elle est bonne sur un grand territoire. Donc, dans l'ensemble de la région de Charlevoix, de Petite-Rivière-Saint-François jusqu'à Baie-Sainte-Catherine. Ça, c'est 150 kilomètres de territoire. C'est 13 municipalités. Alors, vous imaginez l'éventail incroyable de fournisseurs et de services qu'on peut rémunérer en chouenne. Donc, ça en fait vraiment un projet innovant. Au Québec, il y a d'autres monnaies locales qui existent, là. Moi, je vous invite à aller voir le blé à Québec, le dollar solidaire également. Et à Montréal, il y a l'ILO. Puis, si vous allez un peu sur Internet, là, vous allez voir un peu partout dans le monde, là, il existe, il n'y a pas de répertoire officiel, mais on évalue à plus de 13 000 monnaies locales complémentaires dans le monde. C'est quand même pas rien. C'est marginal, puis ça ne l'est pas, là. On
c'est quelque chose qui est de plus en plus utilisé comme mode de développement d'achat local. On peut passer à la prochaine. Alors, je vous le disais tout à l'heure, la Chouane se décline de deux façons, papier et numérique. En numérique, ça vient avec une application ou sur le site Internet là, dont je vais vous parler. Ce qui est important de retenir, c'est que la Chouane a parité avec le dollar. Donc, une Chouane va toujours équivaloir à 1 dollar. On ne peut pas les accumuler, ça ne sert absolument à rien, ça ne prend pas de valeur, on ne peut pas faire de spéculation avec ça, son épargne n'est pas rémunérée. Son seul et unique but, c'est de circuler, donc de faire rouler l'économie réelle. Elle a une valeur seulement sur le territoire où elle est en fonction. On passe à la prochaine. Alors, vous voyez ici les billets, comment ils se déclinent. Donc, des billets de 1, 5, 10, 20 et 50. C'est très simple à utiliser. C'est vraiment comme de l'argent. J'en ai ici, alors avec moi, vous les voyez. Au niveau papier, là, c'est vraiment comme des billets de dollars canadiens avec toutes les normes de sécurité là, qui existent. Donc, des filigranes, numérotation aléatoire, il y a de l'encre UV. Fait que pour les commerçants, c'est un moyen sécuritaire là, d'être rémunéré. C'est ça, parce qu'une manière de savoir si la monnaie est vraie, puis ça n'a pas été photocopié là, à la maison. Ouais. Puis, je vois, il y a des belles images, ça doit être des images de Charlevoix là, Oui, c'est que je ça, vois. dans le fond. Ce que je voulais que vous voyiez, c'est vraiment comme c'est pas, on ne pourrait pas se faire leurrer là, d'une simple photocopie. Là, c'est vraiment des billets officiels. Il y a même un embossage là, au toucher qui permet de les reconnaître. Mais on ne peut pas les mettre à la banque, dans le fond. Non, on ne peut pas les mettre à la banque. On peut les mettre dans notre compte de Chouane, en fait. Donc, quand vous allez... je vais juste terminer vite. Oui, bien sûr, bien sûr. Excuse-moi, Maud. Une chose à la fois, mais oui. Vas-y, Maud. Vous voyez, ils représentent le territoire là, de Charlevoix. C'est des artistes d'ici. Hein. On connaît la région, les grands connus pour ses peintres populaires. Donc, il y a eu un appel d'offres. Ces peintres-là ont été sélectionnés, ces artistes-là. Si vous allez sur le site de la Chouane, le charlevoixfort.ca, vous allez pouvoir voir là, le portfolio de chacun de ces artistes-là. On peut passer à la prochaine. Et là, je vais vous parler du numérique. C'est là que tu t'en allais, Maude. Dans le fond, la Chouane, elle est vraiment merveilleuse parce qu'elle vient avec une application. Donc, sur Apple Store, Google Play, donc Android et Apple, vous pouvez avoir l'application. Elle est gratuite. Fait que moi, je vous invite à aller la télécharger, même si vous n'êtes pas dans Charlevoix, pour découvrir c'est quoi l'expérience de la Chouane. Alors, c'est un mode de paiement instantané, donc un peu comme un paiement, virement Interac, sauf que c'est instantané. Il n'y a pas de mot de passe, on ne peut pas retenir la transaction, on ne peut plus l'annuler. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre cellulaire, on peut passer à la prochaine diapo, je pense que vous allez pouvoir voir exactement. Vous allez voir un peu le visuel de l'application. Donc, à gauche, on a l'écran quand je me logue sur mon application, et puis là, j'ai différentes fonctionnalités. Fait que je peux effectuer un paiement, c'est vraiment très simple. Je vais scanner le code QR du commerçant chez qui je suis, qui, lui, n'a pas besoin d'avoir aucun équipement informatique pour accepter mon paiement numérique. C'est moi, le particulier, qui effectue mon paiement sur mon cellulaire. Et puis, tout à droite de l'écran, vous voyez, là, dans le fond, le crochet vert. Ça me signifie que la transaction, elle a été approuvée, que l'argent est débité de mon compte de Chouane et puis qu'il est rendu chez le commerçant, donc le café ou le service que j'ai utilisé. Et puis là, moi, comme particulier, je vais montrer mon cellulaire au commerçant pour lui dire, regarde, je viens de te virer 22 Chouane. Ma transaction, elle est payée. Puis sur mon application ou sur le site Internet, après, je peux aller voir là, mon relevé de compte à la fin de la journée, voir si j'ai exagéré dans mes dépenses. Mais le commerçant peut faire la même chose, c'est-à-dire à la fin de la journée, imprimer son relevé de toutes les transactions qui lui ont été réglées en Chouane. Fait que c'est des outils qui sont gratuits. Donc, le commerçant, lui, il évite tous les frais de plateforme là, de Visa, carte de crédit, Desjardins, banque. Toutes ces plateformes-là, ils ont des frais de transaction. Fait que c'est un moyen solidaire pour les particuliers d'encourager les commerçants locaux. Est-ce qu'on peut, si par exemple, moi, je ne suis pas citoyenne de Charlevoix, mais je vais visiter des amis quelques fois par année, est-ce que j'ai le droit d'utiliser ou c'est vraiment réservé aux habitants? Non. Ben oui, absolument, vous avez le droit. Vous allez même être invité à le faire. On est en train de développer... bonjour, M. Donneau. Oui, M. Donneau est avec nous.
je me dépêche pour vous laisser du temps. Mais oui, effectivement, on va inviter là, les touristes, les gens qui viennent dans la région parce que l'application permet de géolocaliser tous les commerces qui acceptent la chouenne. Fait que quelqu'un qui n'est pas habitué aux différents villages ou qui n'est pas de la région, bien, utilise son application puis peut voir autour de lui, bon, j'ai faim, c'est quoi les restaurants qui acceptent la chouenne? Puis ça permet de découvrir la région puis ses producteurs locaux. Donc, évidemment, tout le monde est invité là, à utiliser la chouenne. Est-ce qu'on peut retourner à la présentation? Je vais me dépêcher de terminer. Donc, on peut passer à la prochaine diapositive. Le fonctionnement de la chouenne est bien simple. Pour inciter et remercier les particuliers à l'utiliser, elle est bonifiée de 5 %. Donc, si vous achetez pour 100 $ canadiens de chouenne, vous avez 105 chouennes. C'est un bel incitatif. Les particuliers ne peuvent pas reconvertir les chouennes en dollars canadiens. C'est l'idée, hein? On profite d'une bonification, fait qu'on ne revient pas en arrière, on dépense chez nos commerçants. Les commerçants, eux, qui reçoivent les chouennes, sont incités à utiliser les chouennes chez leurs fournisseurs locaux. Fait qu'au début, on parle de concret ici, là. Au début, en novembre, quand on a lancé ça, il y a certains commerces qui n'avaient pas tant de fournisseurs locaux. Là, si on pense à une librairie, par exemple, bien, les livres, ils ne viennent pas nécessairement de Charlevoix, ils viennent des grands centres. Par contre, la librairie a développé son réseau, puis là, vous pourrez avoir un comptable, un déneigeur, des livres d'artisans locaux. Fait que, ensemble, c'est mon rôle comme chargé de projet de les aider à développer leur réseau. On peut passer à la prochaine. Alors, pourquoi payer en chouenne? Parce que c'est rapide, sécuritaire, il y a une bonification, comme je viens de vous le dire, mais surtout et avant tout, on s'assure que l'argent qu'on dépense dans Charlevoix reste dans Charlevoix et qu'elle continue à profiter à l'économie réelle. On passe à la prochaine. Alors, pour les commerçants, je vous le disais, ils évitent tous les frais de transaction. C'est un mode de paiement qui est instantané, aucun délai. Et puis, il y a plusieurs outils attractifs. Là, via l'application, ils peuvent faire des annonces, de la promotion, ils sont géolocalisés. Évidemment, on a des réseaux sociaux, un site Internet. Tout ça, c'est sans frais pour eux. On peut aller à la prochaine. Et puis, bien, tout le monde, je comprends le contexte de la présentation, tout le monde sait pourquoi c'est si important d'acheter local, mais je vous le répète, c'est sûr que ça permet de réduire les GES, faire prospérer l'économie régionale, limiter notre impact écologique en tant que consommateur, être solidaire envers les entreprises d'ici. On devient des ambassadeurs de notre économie locale, on s'assure que notre argent reste ici. Et puis moi, ce que j'aime encore plus, c'est avoir un contact direct avec mes commerçants. Je m'assure d'un service personnalisé, d'un service après-vente aussi développé. Puis, il faut être conscient que quand on investit dans nos entreprises locales, bien, ces entreprises-là vont avoir envie d'investir dans leur communauté également. Ceux qui vont commanditer là, l'équipe de soccer cet été, là, bien, il y a des bonnes chances que c'est ceux chez qui vous êtes allés prendre votre café en chouenne durant l'hiver. Fait que je conclue avec les prochaines appos. On peut passer à la prochaine. Oui, je voulais juste remercier, dans le fond, là, ce projet-là, il est à grand déploiement. En 2 mois, là, on a plus de 150 commerces qui ont adhéré, qui acceptent la chouenne comme mode de paiement. Plus de 304 000 chouennes en ce moment qui ont été vendues. Et donc, ça veut dire que c'est beaucoup d'argent là, qui circule dans notre économie. Tout ça, c'est possible grâce à des partenaires, à des subventions, à des gens qui y ont cru et qui se sont unis pour créer un mouvement puis un outil fort et durable. Donc, bravo à tous. Puis merci là, de votre invitation. Ici, vous voyez les coordonnées de la chouenne. Là, ça va me faire plaisir s'il y en a qui ont des questions. Mais déjà, je vous invite à aller chercher là, l'application pour découvrir ce beau projet. Puis espérons qu'il va faire des petits ailleurs au Québec. Merci beaucoup, Maude Betty, pour cet exemple hyper concret de monnaie locale. Justement, on va en profiter pour passer de la notion de monnaie locale à la notion d'économie avec Alain Deneau qui vient d'arriver avec nous, qui, bien, vous allez nous parler de votre vision de l'économie et de développement durable. On ne vous entend pas. Peut-être, je ne sais pas, votre micro, s'il est bien branché. Bon, voilà. J'essaie de cacher ma propre image parce que je me vois en effet miroir et c'est un peu agaçant. Voilà. Bon. Donc, je suis désolé d'arriver comme ça, gros gens comme devant. Là, j'ai eu une journée invraisemblable et je vous passe le détail, mais je suis ravi d'être avec vous. Nous aussi. Et
Et oui, je vais rapidement situer où je me situe parce que l'enjeu ici, c'est de discuter là, à partir des positions de chacun. D'abord et avant tout, je situe une démarche conceptuelle sur la question d'économie dans une perspective multicrise qui est celle de notre siècle, qui est celle qu'il faut avoir la lucidité d'admettre, au sens où bien des sources documentées, crédibles, nous informent que nous franchissons ces années-ci des seuils d'imprévisibilité. Je pense par exemple tout récemment à la revue Environmental Science and Technology qui nous disait nous avons désormais excédé le seuil de production de plastique et de produits chimiques par rapport à ce que notre habitat naturel est capable d'encaisser, est capable de contenir. On sait qu'on a aussi franchi un seuil symbolique qui est celle de l'émission de dioxyde de carbone, à savoir cet indicateur des 400 parties par million, qui là aussi, selon des chercheurs qu'on pourrait toujours essayer de contester dans le détail, mais qui tendanciellement nous annoncent quand même quelque chose d'inéluctable, à savoir que passer un seuil tel que celui-là, nous ne savons pas dans quoi nous nous engageons en termes de répercussions, en termes de conséquences. Le réchauffement climatique, on sait d'ores et déjà avec tout ce qu'on émet dans l'atmosphère en termes de gaz à effet de serre que nous excéderons ce seuil des 2 degrés d'augmentation de la température moyenne mondiale depuis le début de l'ère industrielle, ce qui signifie là aussi une entrée dans des zones de turbulence. Et l'IPBES, qui est une organisation internationale de chercheurs en matière de biodiversité, qui nous dit qu'il y aura à terme 1 million d'espèces qui disparaîtront, étant donné notre mode de vie. Et donc, tout ça renvoie à quoi? À beaucoup de choses, et je ne vais pas tout aborder, évidemment, ce qui concerne les conséquences dramatiques de cette perspective, mais renvoie en tout cas à un état de fait, à savoir qu'on ne pourra plus longtemps continuer d'associer 2 mots, comme on le fait aujourd'hui, économie et capitalisme. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus continuer à faire comme si le mot économie était, au fond, le cache-sexe du capitalisme, son terme un peu comme ça lénifiant, puis ennoblissant. Et il faudra donc redéfinir l'économie, fort probablement à des échelles régionales, car il faudra découvrir l'autonomie régionale à l'occasion de secousses, telles qu'on en a des signes avant-coureurs, par exemple, depuis 1 an en Colombie-Britannique, j'ai envie de dire depuis 6 mois. En Colombie-Britannique, il y a des communautés qui ont vu la température varier de 100 degrés en 6 mois. On est passé de 50 à moins 50. Avec au milieu de tout ça, des dômes de chaleur, des incendies de forêt, de la dévastation des récoltes, et puis en passant au très froid, là, des inondations, des éboulements, et tout ça au milieu d'une épidémie. Donc, je ne dis pas que ce sera notre lot quotidien à tous, tout le temps à l'avenir, mais nous serons tous, par contre, sujets à des secousses du genre, et à la nécessité de s'organiser parce que les États ne seront absolument pas au rendez-vous au fur et à mesure que ces crises-là s'additionneront. Là, depuis 20-25 ans, on arrive quand même à peu près à isoler les crises, la crise financière, les attaques terroristes, je ne sais trop, je veux dire, les ouragans, les syndémies ou les pandémies selon les perspectives, mais il arrivera un moment où les crises vont tellement s'additionner que les gouvernements seront tout simplement dénués, oui. Impuissants. Exactement. Et donc, je ne sais pas si j'ai encore 2 minutes ou 1 minute, mais je pense que 2 minutes avant la période de questions, ce serait... ce que je cherche dans mon travail à fonder, c'est une mémoire, c'est-à-dire que je veux restaurer ce mot d'économie en tant qu'il a signifié dans son histoire autre chose que ce qu'on lui a fait dire depuis 100 ans à peu près, c'est-à-dire ce synonyme qu'on en a fait du capitalisme ou de l'intendance industrielle et financière, en tous les cas, dans un contexte mondialisé. Et rappeler que ce mot d'économie, dans une série de recherches de type d'intervention que je fais notamment avec mon éditeur Lux, rappeler que ce terme d'économie a une existence polysémique
et philologique, c'est-à-dire une histoire longue, jalonnée de moments, hein, à savoir que dans une multitude de disciplines, les études littéraires, la psychanalyse, la médecine, les sciences de la nature, le droit, euh, l'esthétique en général, on s'est intéressé aux mots d'économie, au sens où ce terme-là, en dernière instance, signifie une pensée des relations bonnes en toute chose, pas seulement par rapport à des biens qu'on soumettrait comme ça à un registre marchand pour thésauriser je ne sais trop quel bon profit, mais dire, en biologie, dans les sciences de la nature, en théologie, en droit, en linguistique, en esthétique, l'économie est un mot qui a eu son existence spécifique, respective, hein, de mille façons, hein, sur un mode très ramifié, et qui a signifié le fait d'agencement fécond en fonction de finalités escomptées. Et c'est ce que j'essaie de restaurer, moi, une signification du mot économique qui soit d'abord polysémique, hein, et fondée conceptuellement sur un principe qu'on pourrait finalement qualifié d'éthique. Je pense que ce travail-là est nécessaire parce que les sciences économiques qui se sont accaparées jusque dans leur nom, le mot d'économie, ce qui est un rap, à mon sens, insoutenable, on finit par déteindre complètement sur le sens de ce mot, à tel point que si vous regardez dans un dictionnaire généraliste, hein, que ce soit le Robert, le Larousse, Antidote, nommez-les, ben, à l'entrée économie, on vous donnera la définition stricte, hein, qui est régionale, qui est spécifique, hein, qui est partielle, hein, qui est celle des sciences économiques, mais on ne vous donnera pas celle de Gilbert White, on ne vous donnera pas celle de Sigmund Freud, on ne vous donnera pas celle de Gérard Genette, on ne vous donnera pas celle de Carl von Linné, on ne vous donnera pas celle de Denis Dali-Carnat, c'est-à-dire de gens de secteurs complètement étrangers aux sciences économiques qui ont fondé le concept d'économie dans leur discipline propre. Merci beaucoup, Alain. Ben, je déclare la période de questions ouvertes. On va commencer justement par une question d'Élise. Est-ce que ce serait possible de tester une économie basée sur quelque chose de complètement différent, tel que sur la création de savoir? Cela a-t-il déjà été fait? Oh là là! Moi, je ne pourrais pas répondre à la question, donc un de vous qui a compris ce sens-là, qui voudrait se lancer. Ben, moi, je peux toujours me mouiller puisque je suis Allez-y. réchauffé. Bien sûr, allez-y, monsieur Denis. Non, je dirais simplement que dans une perspective où le mot économie, à une échelle sensée, disons régionale, à l'échelle d'une biorégion, hein, devrait fonder un nouveau sens, hein, sur des savoirs, des connaissances, et supposant en tous les cas politiquement une rencontre entre, d'une part, des atouts, des capacités, des forces, des richesses, des savoir-faire, des désirs, et d'autre part, des besoins, des nécessités, des urgences, des aspirations. Mais le travail, enfin, l'économie consisterait dans une pensée des finalités en fonction desquelles on articule des éléments, des compétences, des savoir-faire, des visions, des aspirations, des croyances aussi. Bon. Et cette articulation-là, elle ne repose pas sur un savoir au sens d'une science universelle qui relèverait d'une stricte rationalité, mais comme le dit Dominique Pestre, qui est un historien et un philosophe des sciences, hein, c'est un savoir qui reposerait aussi sur un certain type de tradition, un certain type de savoir-faire sur des modes usuels, ouais, et pas seulement sur un savoir comme ça érigé en système par des institutions officielles. Ce qui va dans le sens peut-être de ce que des gens comme Guillaume Pitron ou Philippe Biwix présentent comme étant la perspective du low-tech, mais en opposition au high-tech. Très intéressant, merci. Je passerai peut-être à une autre question. Oui, parfait. Donc, est-ce que des monnaies alternatives peuvent être créées de façon à favoriser dans leur but premier autre chose que l'achat local? Il y a un petit exemple ici, l'achat éco-responsable ou responsable socialement.
Avez-vous des exemples? Je vois Maude piner de la tête. Je vous laisse aller. Oui, merci. En fait, j'essaie de répondre en même temps dans le chat à tout le monde. Ah oui, d'accord. Fait que là, à cette question-là, je répondrais oui, absolument. Il existe, là, dans le fond, des protocoles différents pour chaque monnaie locale qu'on prend en Europe. Il y en a plusieurs qui ont des normes très, très strictes environnementales pour pouvoir faire partie du réseau. Ici, dans notre cas, à Charlevoix, ce qu'on voulait, c'était s'assurer que le commerçant ou le fournisseur de services ait adresse dans Charlevoix de manière à favoriser l'achat local. Mais chaque monnaie se dote de ses valeurs, en fait. Je ne sais pas si, messieurs, vous voulez ajouter quelque chose, là? Yves-Marie ou M. Deneau? Bah, je peux juste rebondir. Ça s'inscrit bien dans cette perspective que je décrivais tout à l'heure comme le souci de reprendre le contrôle de nos vies. La monnaie, ça peut être quelque chose de tout à fait essentiel pour justement soutenir certains échanges que nous aurons toujours besoin de faire. Donc pour moi, c'est sa principale valeur, c'est ce projet de monnaie locale. Donc oui, c'est ça. Je le vois d'abord comme politiquement un geste essentiel de reprise de contrôle de nos vies, enfin un début de reprise de contrôle. Oui, Maude, je me permets là-dessus d'ajouter, là, effectivement, on regarde souvent les grands enjeux planétaires là, en ce moment en se sentant tout petit. Là, on ne sait pas trop quel geste on peut poser. Une monnaie locale, c'est une manière de poser un geste concret. À chaque fois qu'on émet une transaction, on réfléchit le geste, on réfléchit la transaction avant de le faire, on se pose les bonnes questions, puis on s'assure de se donner un moyen collectif concret pour prendre action chaque jour. Fait que ça, moi, c'est ce qui me touche le plus dans le projet sur lequel on évolue en ce moment. Je peux me permettre d'ajouter un point aussi, c'est une façon de couper court au pouvoir considérable des multinationales qui très souvent ponctionnent les fonds issus de la vente au détail à laquelle ils participent dans les communautés pour les délocaliser, par exemple, dans des paradis fiscaux ou en tous les cas dans des centres financiers qui sont tout à fait étrangers aux circuits économiques régionaux et locaux. Et il est évident que si vous passez par Amazon plutôt qu'une librairie locale ou si vous allez chez Tim Hortons plutôt qu'au café local, le tiroir caisse officiellement, il peut être aux Bermudes, hein, même si vous faites la transaction chez vous. Officiellement, les alchimistes du droit arrivent à délocaliser ce qui se produit où vous êtes sur un plan comptable. Très intéressant. J'ai ici une dernière question de Yann. L'économie pourra-t-elle donc retrouver sa place au sein de la sphère sociale dans la définition du développement durable ou ce concept de développement durable ne peut-il pas être sauvé? On a des grosses questions ce soir, là. Quelqu'un veut se mouiller? Je sais qu'Yves-Marie a beaucoup travaillé là-dessus et puis moi, je piaffe d'impatience de dire tout ce que je pense du développement durable, mais je te laisserai... Non, mais tu as parlé moins que moi, du coup, Alain, donc vas-y. Moi, j'ai déjà dit tout le mal que je pensais du développement durable. Donc, pour moi, c'est un mensonge. Enfin, non, mais peut-être dire que c'est un mensonge. C'est-à-dire que nous savons aujourd'hui que cette promesse de réussir à la fois à maintenir la croissance et à respecter les limites biophysiques planétaires, c'est une fausse promesse. Donc il faut absolument se débarrasser de ce truc-là, qui par ailleurs, sur le plan sémantique, est très problématique parce que il est très agréable aux oreilles de précisément ceux qui sont aujourd'hui les principaux artisans de la destruction. Qu'est-ce que veut un capitaliste sinon un développement durable de ses activités? Donc, il faut vraiment en finir avec ce terme-là, d'où la pertinence d'un mot désagréable comme celui de décroissance. Mais celui-là, au moins, on ne va pas pouvoir nous le récupérer comme on l'a fait avec le développement durable. Voilà, mais j'imagine qu'Alain va compléter. Sur le plan épistémologique, le développement durable constitue une grave erreur parce qu'il laisse entendre qu'on peut, aujourd'hui, peut-être qu'il y a 40 ans, parce qu'il faut savoir que le développement durable, il date de l'époque de la guerre froide là, en termes d'élaboration conceptuelle. Je veux dire, Mikhail Gorbatchev était dans le décor quand on a commencé à parler du développement durable, juste pour vous situer. George Bush n'avait pas encore été président des États-Unis, et là, je parle du père. Bon, on en était là. Donc, quand on parle du développement durable, aujourd'hui, on traîne, je veux dire, on a 50 ans de retard sur la mutation écologique face à laquelle nous sommes, et climatique. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le développement durable laisse entendre que nous
serions comme des ingénieurs du son avec de l'aiguillonnage, là, et nous jouerions sur des critères comme ça, puis il s'agirait dans un rapport comme ça d'équilibriste, en fait, de faire subir à ce qu'on appelle dans ce registre sémantique des écosystèmes, de faire subir à des écosystèmes un développement, c'est-à-dire une sorte d'agression industrielle, quoi, mais sur un mode suffisamment mesuré pour qu'on s'assure la régénérescence de ce que l'on développe en permanence ou exploite en permanence. L'idée, c'est dans le domaine de l'halieutique, par exemple, c'est d'exploiter des poissons jusqu'à un certain seuil pour que la faune aquatique puisse se renouveler. Même chose dans le domaine de la forêt, de couper du bois, bien sûr, des arbres, mais jusqu'à un certain point pour s'assurer que la forêt puisse se régénérer. Cette vision-là, pose énormément de problèmes, mais sur un plan anthropologique, ainsi de suite, mais aussi épistémologique, parce que cela laisse entendre que, au fond, le vivant, le territoire, les océans sont une sorte de matière passive, comme une pâte qu'on peut pétrir à souhait, qui obéit à notre volonté et qui n'a pas de vie propre. Alors que l'industrialisation galopante et l'exploitation exponentielle qui est la nôtre depuis le début de l'ère industrielle a généré au sein même des dynamiques de la nature des tendances. C'est-à-dire que cette nature-là, aujourd'hui, elle a le cancer. On lui a donné le cancer. C'est-à-dire qu'on l'a infléchi dans une certaine dynamique qui l'amène à générer elle-même le problème qu'on essaie de stopper. Parce que du moment que le pergélisol fond, libère du méthane, que du moment que les glaciers fondent et captent de la chaleur plutôt que de la réfléchir et génèrent toute une série de problèmes tels que l'acidification des océans, la migration d'espèces dangereuses, la perte de biodiversité, quand même que les milliards d'individus que nous sommes se taireraient et mangerait des racines et s'en tiendrait, je veux dire, à l'empreinte écologique la plus minime, mais cette dynamique-là que nous avons enclenchée se poursuivrait. Alors, le développement durable n'a plus de place là-dedans. Hélas, là, il faut penser en termes radicaux, là, effectivement, de décroissance, et puis aussi en termes de crise, c'est-à-dire de se rendre disponible à la perspective des crises, être sensible à elles parce que on ne sait pas dans quoi on s'embarque. Merci beaucoup, Alain, Yves-Marie, Maude. Je vais devoir couper court à cette conversation hyper enrichissante. Merci beaucoup pour vos réflexions, en tout cas qui, moi, m'ont beaucoup animée. Ils m'ont autant fascinée que frustrée sur les modèles actuels. Donc, je vous remercie pour votre présence. Je vous souhaite une très bonne soirée. Eh bien, nous, on se rejoint à 6h30 pour la finale de l'événement La Transition s'invite. Évidemment, la transition se poursuit au-delà de l'événement La Transition s'invite, mais toute bonne chose a une fin. Donc, vous pouvez visionner des capsules éducatives en tout temps sur le site Internet du Lab 22. Les capsules portent sur une variété de sujets. Donc, si vous êtes un professeur, un individu, ça peut vous aider peut-être à développer des discussions, des ateliers quelconques. Si vous souhaitez faire bouger les choses à votre école, donc invitez votre école à signer le pacte de l'école québécoise ou vous pouvez le signer individuellement, le signer, le pacte, pour passer de la parole aux actes. Et puis sur le site du Lab 22 toujours, donc www.lab22.org, on retrouve une boîte à idées pour partager justement des idées là, pour une école éco-responsable et éco-citoyenne. Et je tiens évidemment à remercier toute l'équipe et les collaboratrices, partenaires, techniciens du Lab 22. Merci tout le monde et puis on se revoit dans 33 minutes.